Ah oui, hein, ce sera, comme je l'ai dit, moi, en ce début d'année 2026, là, fin d'année 2025-2026, vous allez bouffer du manga. Parce que je dois vous avouer que mon obsession du moment, c'est le shoujo. Le shoujo, c'est vraiment mon obsession du moment parce que dans le shoujo, euh, surtout les shoujo des années 70 et tout, on va dire jusqu'aux années 80, le shoujo dans les années 70 euh, donnait des belles, on dit des belles ou des beaux œuvres, on dit des belles œuvres, ouais, des belles œuvres un peu et tout. Casino Yuta là, ça aussi c'est quelque chose que je vais essayer de d'approfondir un peu parce que comme on est dans les années 70, le féminisme commence à prendre son envol, tout ce délire là, les histoires sont très trucs. Bon, les shoujo de maintenant, je sais pas si ça a la même profondeur que ceux des années 70 qui était vraiment une lutte de mettre des personnages à fond. Si, même si dans mes recherches, j'ai vu que le shoujo existe depuis bien plus longtemps que les années 70. Mais c'est quelque chose qui me parle peu parce que le shoujo c'est écrit par des femmes, c'est un manga, c'est des mangas japonais écrits par des femmes, etc. Et plus ou moins parfois ça donne des histoires et autres et tout. Et parmi les shoujo, je vous ai parlé de Banana Fish la dernière fois. Là, on va attaquer un peu une œuvre de mon enfance qui a beaucoup marqué les Français et qui a beaucoup marqué aussi les gens forcément d'Afrique francophone, puisque quand les Français ont un truc qui marche, forcément ça nous retombait parce qu'on avait des chaînes qui étaient des chaînes françaises qui faisaient des trucs, soft power, vous allez nous dire tout, la colonisation, etc., etc. Et Lady Oscar, dans la version française, la Rose de Versailles, Besairu no Bara, en japonais, est une fabuleuse œuvre écrite et dessinée par comment elle s'appelle encore là? Ryoko Ikeda. Ryoko Ikeda, qui avait écrit cette fabuleuse œuvre un peu dans les années 70. Elle avait plus ou moins, on va dire, entre 25 et 30 ans un peu, etc. Mais qui était fasciné par la France et l'histoire française, généralement l'histoire de des trucs. Elle a réussi à nous donner une œuvre vraiment d'une grande profondeur. Elle a en plus même un peu ce qu'il y a un truc avec Ryoko Ikeda aussi qui est un truc, c'est une incroyable chanteuse de d'opéra. J'ai découvert ça dernièrement que les trucs Chevalier de la Légion d'honneur en 2009 parce que c'est vrai que grâce à son histoire, elle a mis l'histoire. Je dois vous avouer, hein, moi, comment j'ai connu l'histoire de France, c'est en lisant ce truc. Hein. Histoire de France, comment j'ai pu m'intéresser à la Révolution française, comment elle s'est passée, les personnages et autres, c'est parce qu'il y a eu ce manga. Sans ce manga-là, je ne connaîtrais pas la Révolution française. Après, parti faire mes recherches, qui était Robespierre, qui était Saint-Just, qui était, comment on appelle ça, la Dame du Barry, Marie-Antoinette, etc. Même si, bon, Lodi Oscar, André, et le père de trucs sont un peu des personnages fictifs. Là où, on va dire un peu Lady Oscar, elle a essayé de faire une euh, Jeanne d'Arc à la monarchie, période de la monarchie, là où Jeanne d'Arc à la base c'est plus dans le Moyen-Âge. Elle a essayé de faire une Jeanne d'Arc dans la période de la monarchie. Elle a créé un peu sa Jeanne d'Arc à elle, avec ce personnage de Lady Oscar qui est un peu une Jeanne d'Arc, un peu une Jeanne d'Arc dans la période de la monarchie. Et voilà, moi, je trouve un peu que c'est grâce à ça que je me suis vraiment intéressé à l'histoire française dans sa profondeur, même si bon, l'œuvre n'est pas, oui, les gens pourraient dire oui, il y a beaucoup de politique là-dedans. Non, c'est une histoire d'amour en vision. C'est une romance. C'est avant tout une romance entre, c'est une histoire de romance un peu plus ou moins un peu d'imbroglio amoureux sous fond de tension politique et de révolution politique qui va venir après. Plutôt, et on voit un peu à travers le personnage un peu de Lady Oscar qui, dans le thème un peu de Ryoko Ikeda, qui est un peu une féministe, un peu, essaie de nous montrer un personnage qui essaie de casser les conventions, qui essaie de toutes les conventions, puisque son père l'a élevé comme un homme, au lieu de l'élever comme une femme, et qui était une sorte de général, et était d'abord garde des armées de la reine, elle était d'abord le chef des armées de la garde royale de la reine, puis elle devient, si je me trompe pas, c'est elle qui fait maintenant la garde nationale à un moment donné vers la fin de l'histoire et tout.
etc. Un personnage qui cassait beaucoup de conventions. Et à travers cette histoire magnifiquement écrite, hein, et tout, on voit, on arrive à s'enticher un peu des personnages, même le personnage de Marie-Antoinette, qui est une figure importante un peu de l'histoire de France, hein. Euh, une sorte de, une sorte un peu de- moi, chaque fois que je lis les histoires sur Marie-Antoinette, hein, que ce soit des films que j'ai vus ou bien les histoires que j'ai lues sur ce personnage-là, je pense pas, parce qu'il y a plusieurs interprétations sur le personnage qu'elle a été et tout. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'en voir une martyre un peu d'une époque un peu qu'il a dépassé et tout. Marie-Antoinette, un peu, c'est un peu comme ça que je vois le personnage là. Le personnage, c'est même quelqu'un qui a vraiment existé. Lui et elle, c'est son mari. On peut, en fait, elle ne peut pas être les antagonistes et c'est bien. C'est pour ça que je trouve que l'écriture de Ryoko Ikeda dans son œuvre, elle a essayé de ne pas faire Marie-Antoinette une sorte de, parce que ça aurait été facile, hein. Elle aurait pu faire que Marie-Antoinette soit l'antagoniste de Lady Oscar. C'est vrai, on aurait pu créer un truc, par exemple, on aurait pu te faire une écriture. Oui, elles sont amies. Bon, c'est un peu ça qui arrive à la fin. On va pas se mentir que quelque part, c'est un peu ça, même si on le dit pas assez, mais c'est un peu ça qui arrive à la fin. Mais elle aurait pu faire un truc cliché comme ça. Mais elle a vraiment mis en avant le fait que le roi, c'était Louis XV ou Louis XVI, je sais plus. C'est Louis XV et tout, et Marie-Antoinette et tout, que c'était des gens qui ont été projetés très jeunes dans une fonction royale très jeune et dans un contexte qui n'était pas favorisable, qui était un contexte de changement déjà. C'est-à-dire que il y avait déjà des prémices un peu d'une révolution qui allait se faire un peu dans ce pays, en France et tout et tout. Et moi, pour un peu digresser un peu sur les dieux Oscar et tout, parce que moi, ça, c'est beaucoup plus mes réflexions personnelles. Quand je revois une œuvre, quand il y a des trucs que j'aime le montrer, puisque l'analyse même de l'œuvre en question, ce qui me permet de toujours dire un peu quand tu analyses ça, et ça m'a permis encore de replonger un peu dans mes recherches encore sur la Révolution française, comment ça s'est passé, comme ça, surtout, même si tout est aussi à interprétation aussi des historiens. J'en viens toujours à dire que au final, une révolution, c'est toujours fait par des bourgeois. C'est-à-dire que c'est toujours la bourgeoisie qui se lutte entre elles et qui prend en otage plus ou moins les tribulations du peuple. Les tribulations du peuple, en fait. Le peuple est une clé du pouvoir. J'ai souvent dit le peuple, j'ai souvent dit le peuple, c'est là où se réside un peu la force du pouvoir. C'est dans le peuple. Mais elle est toujours manipulée par une bourgeoisie qui veut renverser une autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je me suis bien expliqué. Ce n'est jamais, même quand vous voyez maintenant dans tous des trucs, ce n'est jamais vraiment le peuple, ce n'est jamais vraiment le peuple lui-même qui va être représenté, c'est une autre bourgeoisie. Par exemple, quand je regarde la Révolution française, en gros, quand tu regardes, oui, on voit tout ce qu'il y avait comme comment on appelle ça, injustice sociale, ça n'a pas changé, les injustices sociales existent toujours et tout. Mais ce qui me marque beaucoup, beaucoup, et que je commence à apprendre, c'est ça, avec le temps, je me rends compte que c'est vraiment ça. C'était en fait les, quand je regarde les commerçants, des nobles commerçants, des avocats, comme un peu des gars des avocats un peu comme, je crois que Robespierre c'était un peu un avocat, des hommes un peu d'un autre, des hommes, des commerçants, des trucs et autres et tout, qui voulaient renverser la monarchie, qui était une monarchie où les impôts partaient et autres et tout. C'est pour ça qu'il y a la création de l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a la création de tous ces trucs-là. C'est en fait toujours une bourgeoisie qui veut toujours renverser une autre en fait. Et le peuple, c'est seulement le jouet de ça. Regardez, même ici au Sénégal, je pousse même un peu le délire ici au Sénégal. Genre, je vais un peu le truc et tout, puisque j'ai une audience un peu sénégalaise un peu maintenant. Quand tu regardes un peu le truc entre Ousmane Sonko et Macky Sall, et ça, je commence à comprendre ça depuis 2008, on va dire, au Sénégal. La bataille n'est pas sociale ou politique ou sociale ou sur le peuple ou quelque chose comme ça. La bataille est culturelle en fait.
C'est-à-dire que quand tu regardes un peu les anciens présidents qui sont passés ici au Sénégal, Senghor, euh, Abdou Diouf, après Abdoulaye Wade, qui est un peu bon, celui qui a ouvert un peu les portes des trucs un peu des musulmans et en général, un peu, je sais pas dire là où les portes, Abdou Diouf, Macky Sall et autres et tout. Même si Abdou Diouf, même si Abdoulaye Wade, tu le mets encore quand même un peu dans cette époque-là, il représente quand même l'époque-là. En fait, les Ousmane Sonko, c'est ceux qui, les Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, ce sont les gars qui cassent complètement la vision un peu France-Afrique, un peu de l'ancienne génération, en fait. Quand on regarde bien. L'ancienne génération, un peu, c'était la vision France-Afrique, parce que quand tu regardais un peu le Sénégal, le Sénégal des années 70, c'est très progressiste. Le droit des femmes, le truc. Il n'y avait pas encore tout là, c'est presque un peu limite un peu une mini France un peu culturellement le fait que le Sénégal soit un pays qui est très axé sur la culture comme la France l'est aussi. Il y avait beaucoup cet héritage là dans que tu voyais dans le tube du Sénégal et plus ou moins les anciens présidents représentaient ça. Quand tu regardes Abdou Diouf, c'est pas différent de Jospin dans le truc, toi, le truc. Même quand tu regardes même Abdoulaye Wade, même s'il est musulman et autres, tout, quand il parle et tout. Et quand tu regardes même son parcours, comment dire un peu, son parcours, euh, son parcours académique un peu qui est très 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 impressionnant. Et autres et tout, tu te dis non non non, c'est toujours quand même l'ancien. Les Ousmane Sonko, même quand tu, Bassirou Diomaye Faye, c'est les gars qui cassent avec ça. Parce que là, ça ressemble un peu à un régime qui peut rassurer. Parce que j'ai l'impression que eux, ils veulent amener un peu un truc plus radicalisme musulman un peu. Quand je vois un peu leur délire. Et l'autre, Bassirou Diomaye Faye, ce qui marque un peu le truc, c'est l'image affichée directe de ces deux femmes comme ça. Où la polygamie est affichée comme ça, où c'est vous marquez la rupture. Dans la bataille, pour moi, elle est beaucoup plus culturelle, a été beaucoup plus culturelle que politique et sociale. Puisque même, si on réfléchit même un peu le délire, les gars qui se plaignaient, là, les étudiants qui se plaignaient, ouais, l'autre nous vole l'argent, qui ont voulu remplacer Macky Sall et autres et tout, ce sont les mêmes étudiants qui se retrouvent un peu lésés maintenant, qui ont voulu casser même les trucs parce que l'autre on les a enlevé leur bourse. Et tout. Je parle du nouveau gouvernement, un peu. Et Ousmane Sonko et tout, et Ousmane Sonko, il me rappelle un peu Robespierre. C'est un peu le même truc. C'est-à-dire que pour moi, quand je le vois, je pense à un autocrate. Un autocrate qui utilise des délits de populisme, des délits de trucs un peu pour aller au tout. Et comme il est très beau et très charismatique, un peu et très intelligent, ça passe un peu et tout. Bassirou Diomaye est un peu, c'est un peu les mêmes, c'est deux faces d'une même pièce, même si je pense que Bassirou Diomaye est un plus grand politique que lui, il est plus politicien que lui, et tout. L'autre, c'est plus un truc, c'est pour ça que je pense qu'Ousmane Sonko ne sera jamais président. C'est un peu ma vision un peu du truc. Et puis Tahirou Sarr, c'est un peu, c'est injuste un peu. Le radicaliste, truc, ouais, les étrangers, c'est un truc là un peu comme ça, juste un peu. Ça me rappelle beaucoup, quand je regarde un peu la Révolution française, je dis, mais c'est exactement ce qui se passe un peu en ce moment. Donc, la Révolution est pas sociale, elle est beaucoup plus culturelle. Beaucoup plus culturelle. Et en France, à cette époque-là, c'était aussi ça. C'était pas le peuple, le truc, les injustices, no, fuck that. C'était euh, le pouvoir, les gars qui voulaient installer la bourgeoisie, qui était dans le commerce, qui était dans et ceux qui voulaient renverser la monarchie pour mettre un pouvoir d'État. C'était ça un peu, c'était ça un peu le truc et globalement un peu, c'était culturellement. Moi, je trouve que la bataille n'était pas politique, elle était culturelle. Et exactement ici. Et c'est là où tu te rends compte que les batailles sont toujours plus ou moins culturelles. C'est plus, au-delà de la politique et du social, les batailles sont toujours culturelles. Même quand je vois même un peu, je reviens un peu au Sénégal, il s'appelle Barthélémy Diaz, quand il dit il y a 54, pourquoi il dit, il avait fait un truc où il dit il y a 54% de Sénégalais chrétiens. C'est que quelque part, dans ton rapport de bataille que vous avez à deux, c'est une bataille culturelle un peu. Donc c'est un peu comme ça, un peu, que je vois et autres et tout. Et déjà, Oscar, c'est elle qui m'a réveillé toutes ces réflexions-là, hein. C'est elle qui m'a réveillé un peu toutes ces réflexions-là parce que
Oui, c'est une histoire d'amour, mais c'est tellement bien inscrit dans la politique et autres, et c'est tellement bien écrit, tellement c'est une histoire triste, hein. Quand tu regardes comment ça finit, tous les personnages plus ou moins finissent mal, hein, à part peut-être quelques personnages secondaires. Je fais un spoil, hein. Elle meurt, son amour, André meurt. Quand tu regardes un peu tout ce que les gars vont devenir, c'est que des fins. C'est que des fins tristes et c'est le pire souvent, c'est que quand tu vois ces personnages-là, c'est comme ça qu'ils ont vraiment fini. Marie-Antoinette et Alex de Fersen, le roi Louis XV. Les fins sont très tragiques un peu. La Révolution française a fait beaucoup de séquelles et tout. Mais c'est un fabuleux, fabuleux shoujo romantique. Fabuleux shoujo romantique que je vous recommande fortement par rapport à... Pour les gens qui sont un peu fans de ce type d'écriture. Et les shoujo des années 70 sont vraiment très bien écrits. Les shoujo, thème de trucs sur les relations humaines, sur le rapport, les relations humaines, un peu sur le rapport aussi social. Je trouve que c'est super bien écrit. Et les dieux, ça s'appelle le truc. Bon, il y a quelques versions. Après, j'ai vu qu'il y avait une version un peu qui est sortie un peu en avril 2025 là. Je veux truc un peu, je pense, qui avait été sorti en avril 2025, un film qui était sorti en avril 2025. Bon, le film, voilà, il casse pas des briques, hein. Le film là, il casse pas des briques, je trouve. Il avait été directé par Aio Yoshimura. Il casse pas trop des briques, un peu. Il est un peu beaucoup plus dans un. Elle a cassé un peu. Là ici, dans cette version un peu, c'est beaucoup plus comédie musicale que version dramatique un peu. Il n'est pas mauvais, mais ça fait un peu trop comédie musicale et ça fait baisser un peu la gravité un peu des enjeux qu'on voit dans l'œuvre un peu. Et puis il y a le film de Jacques Denis de 72 un peu qui le film de Jacques Denis un peu qui était un peu aussi comment dire un peu dans les années 70 là qui était un peu bon. Déjà la fin n'est pas aussi marquante je trouve. Jacques Denis, je sais pas si c'est quelqu'un qui, en dehors des comédies musicales, il savait faire autre chose. J'ai pas encore fini sa filmographie, à part les parapluies de Cherbourg, tous ces trucs-là qu'il avait fait là et autres. Je sais pas si c'est quelqu'un qui était bon vraiment à aborder la comédie dramatique sans la musique ou quelque chose comme ça. Et dans son le dit Oscar un peu, c'était pas si fou que ça. Même encore maintenant, je trouve que ça a très mal vieilli, encore quand je le regardais dernièrement et tout. Donc, pour moi, je recommanderais toujours la première version. Celle de Ryoko Ikeda et la version animée aussi. Version animée qui était vraiment, qui est pour moi la meilleure version. La meilleure version du truc qui avait été fait par, je pense, c'est la même équipe qui avait été dans Ashita no Joe. Parce que celui qui avait réalisé, si je me souviens bien, c'était Osamu Dezaki. Osamu Dezaki, c'était le gars. Osamu Dezaki, c'est à partir de l'épisode 19 et 40 qui fait l'animé, puisque les dessins, trucs et joints. Et la première partie, c'est Tadao Nagayama. Tadao Nagayama qui avait réalisé un peu la première partie du truc. C'est tout. Généralement aussi, c'est lui qui avait fait de l'épisode 1 à l'épisode 13, si je me trompe pas. Donc c'est un peu ça. Non, je vous recommande le délire, hein. C'est un truc qui a bien vieilli. Ce truc là-bas, la femme là, la femme qui a écrit ça, c'est une bosse, hein. Yoko Ikeda là, c'est une bosse et autres et tout. Elle connaissait son sujet, elle connaissait son truc. Elle a réussi à écrire un shoujo qui est juste pour moi intemporel, hein. On peut le regarder jusqu'à aujourd'hui et autres et tout. Maintenant, les jeunes générations qui peuvent un peu tiquer sur ça, ils peuvent tiquer un peu sur la qualité de l'animation, le truc et autres et tout. Mais je dis, les gars, quand on regarde une œuvre, on regarde une œuvre pour son histoire, hein. Si l'histoire n'est pas ouf et autres et tout, que ça soit bien dessiné ou pas, on s'en fiche un peu, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que moi je perçois le délire. En tout cas, voilà. C'était mon nouveau sujet Patreon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.